Excellence, vous nous avez dit que tout en Afrique est enseignement. Mais d'après le ton que vous avez utilisé pour nous parler ce soir, c'est une pédagogie qui ne semble pas toujours axée sur la gravité, comme en Occident. Toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Alors il faut rire parce que le rire est un remède. C'est savoir rire et faire rire. Riez, faites rire sainement, car toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Alors l'Afrique rit, l'Afrique a de la foi. Car prendre les choses au sérieux, c'est leur dénier leur profondeur tragique. Imaginez par exemple des gens qui parleraient de philosophie pendant une fête. Disons qu'ils parlent de Heidegger ou de Kant, alors que dans le même temps, tout le monde danse et rit. Serait-il sérieux ou tragique? La réponse, c'est qu'ils sont sérieux à un point tel qu'ils en oublient de saisir la vie elle-même qui pourtant s'offre à eux, sous leurs yeux. Ils ne la voient pas. Et donc, ils oublient qu'il faut se presser d'en jouir tout de suite. Le tragique, c'est la nécessité de regarder la vie avec légèreté, justement parce qu'elle est grave, et donc de s'amuser et de vivre comme un papillon. Le sérieux, au contraire, consiste à ajouter de la pesanteur aux choses. Le tragique implique la joie comme une condition pour le rendre supportable, alors que le sérieux, lui, s'éloigne de toute forme de gaieté, présupposant qu'on aura bien le temps de rire plus tard. D'une certaine manière, les vrais philosophes ici sont ceux qui dansent. Comme le disait Pascal, la vraie philosophie se moque de la philosophie. Comprenons que, quand on a saisi la vraie tragédie des choses, les gens sérieux nous deviennent rapidement insupportables. Et d'une certaine manière, ils ne nous semblent plus si sérieux que ça, mais plutôt risibles, pathétiques même, comme je le disais tout à l'heure. C'est pourquoi Nietzsche fera dire à son Zarathustra, « Homme supérieur, apprenez donc à rire », et qu'il ajoutera plus loin, « Il faut danser sur les tristesses comme sur les prairies ». Ce qui fait la supériorité de certains hommes ici, ce n'est pas leur position sociale, et encore moins bien sûr leur patrimoine génétique, mais leur capacité à épouser le devenir sans en être affecté et à l'aimer pour ce qu'il est. La légèreté, la joie sans raison, l'humour malgré tout, et pour ainsi dire, une marque de politesse et de courtoisie à l'égard de la vie et de sa profondeur abyssale. C'est ainsi qu'au moment où Harry va toucher le fond de son désespoir, il fait la connaissance d'Hermine, personnage qui est son double féminin et qui va lui apprendre à voir le monde sous l'angle de la légèreté et de la joie, parce que elle, même si elle est moins savante qu'Harry, et malgré son inculture, a su dépasser le stade de la simple rébellion nihiliste. Elle l'entraîne dans des bars où l'on danse le foxtrot, lui fait découvrir le jazz, lui qui ne jurait que par Mozart, et le jette dans les bras de jeunes femmes sublimes, aussi aimantes qu'attentives à sa personne. Bien sûr, Hermine n'est qu'une simple courtisane entretenue par des hommes de passage, mais voilà, elle sait vivre. Ce qu'elle lui apprend de plus précieux, c'est à s'oublier lui-même, à s'enivrer par la danse, et par l'alcool aussi, et donc à goûter à la dimension dionysiaque de l'existence. Mais là encore, de quoi s'agit-il? Le dionysiaque, c'est une dimension de la vie, qui exprime le besoin de faire céder le cadre rationnel dans lequel nous vivons au quotidien. Au VIe siècle avant notre ère, au moment de l'invention de la tragédie, les Grecs rendaient un culte au dieu Dionysos, dieu du vin et de l'ivresse, qu'on appelait alors les Dionysies. Celles-ci donnaient lieu à des danses où les participants étaient en état de transe après avoir consommé toutes sortes de substances. L'enjeu était alors pour eux d'atteindre un état d'unité où chacun se diluait dans un délire collectif. Il s'agissait de rompre
avec l'harmonie permise par la raison, laquelle sépare les individus et fait naître des personnalités, pour s'élever dans une dimension onirique permise par l'ivresse et dans laquelle on s'oublie soi-même pour mieux renaître au monde. Le dionysiaque, c'est donc une rupture par rapport au principe d'individuation, un détour par l'informe et l'irrationalité du désir, et qui s'oppose en ce sens à l'apollinien, lequel correspond au contraire au monde vu sous l'angle lumineux de la raison et du discours. On comprend donc l'importance de la musique et de la danse, en tant qu'elles sont toutes deux l'expression même du dionysiaque et de l'invitation au mouvement et à l'exubérance. Et en effet, difficile de rester statique quand tout le monde danse autour de vous. Impossible de ne pas ressentir ce désir de bouger et de se joindre à l'ivresse collective et à une sorte d'union mystique. Or, tout dans le roman rattache d'abord le personnage du loup des steppes à l'apollinien. C'est un intellectuel qui a tendance à se prendre au sérieux et donc à mépriser le monde sous prétexte qu'il n'y voit que plaisir frivole et décadence. Ses goûts esthétiques le ramènent toujours à la lumière calculée et précise, et donc apollinienne, de Mozart ou de Goethe en littérature. À l'inverse, le jazz et ses sonorités abruptes, ses ruptures de rythme et bien sûr son improvisation le déconcertent totalement et lui fait perdre tous ses repères. Mais peu à peu, il parvient néanmoins à faire l'expérience du dionysiaque et de l'oubli de lui-même en apprenant à danser dans sa chambre avec Hermine et en participant à de multiples fêtes, notamment à un bal masqué, qui lui offre l'expérience d'une déprise de soi. C'est pourquoi, après le bal, il dit « Je n'étais plus moi-même. Ma personnalité s'était dissoute dans l'ivresse de la fête, comme le sel dans l'eau. » Fin de citation. Sa personnalité était dissoute, certes, mais il restait encore ce jeu, comme le fil d'une couture qui dépasse. Certes, il a compris que l'on peut s'oublier soi-même, mais il lui faut maintenant comprendre que le soi qu'il a oublié n'existe tout simplement pas. En ce sens, il n'est pas un, mais multiple, car tout être est multiple, c'est-à-dire constitué d'une infinité de reflets de lui-même, dont aucun n'a plus de réalité que les autres. Il y a à l'intérieur de chacun une infinité de perspectives à partir desquelles chacun peut se regarder lui-même. Bref, un perspectivisme, et qui abolit toute idée de vérité définitive sur nous-mêmes. Il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations, comme dirait Nietzsche. Ou si vous préférez, nous sommes constitués d'une galerie de miroirs qui se reflètent les uns les autres, et si nous en cherchons l'origine, l'objet que les miroirs reflètent, nous ne le trouverons jamais. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'existe pas. L'idée même d'une origine est donc sans valeur, puisque sans existence. Et d'une certaine manière, tel est le secret de celui qui se hait lui-même. Ce n'est pas tant qu'il continue à croire à l'existence d'un moi véritable, dont il se ferait une certaine idée, et avec lequel il ne parviendrait pas à coïncider, mais c'est surtout que placé devant cette enfilade de miroirs, il prend peur et supplie pour qu'on lui en indique la sortie. Le problème, évidemment, c'est que de sortie, il n'y en a aucune. Chacun est face à son propre abîme, au plus profond de son fort intérieur, et dont il est impossible de s'échapper, même par le suicide. Alors que faire ? Réponse : rien du tout. Et d'ailleurs, pourquoi voudrions-nous faire quoi que ce soit ? Pourquoi aurions-nous besoin d'une vérité définitive sur nous-mêmes ? Apprenons simplement à rire de cet abîme, à nous étonner de ce jeu d'apparence, et qui nous entraîne toujours plus loin dans les perspectives, car elles sont en elles-mêmes la seule réalité. Pour le dire comme Shakespeare, la vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène, et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur,
et qui ne signifie rien. » Fin de citation. Comme j'avais déjà pu le dire, la révolte la plus haute face à notre propre incertitude, face à l'impérieux besoin de vérité et face à l'exigence de sens que rien ne peut nous donner, il n'y a plus que le rire. Le rire est en ce sens la seule liberté. C'est ainsi que vers la fin du texte, Harry est invité dans un théâtre magique où il doit affronter la multiplicité de son moi à travers plusieurs rêves successifs. Il éprouve d'intenses joies grâce à certains de ses rêves, mais d'autres, au contraire, lui infligent une douleur atroce qui le ramène toujours un peu plus vers la personne qu'il était. En clair, il est encore beaucoup trop sérieux dans ses réactions et incapable de la moindre distance par rapport aux choses et par rapport à lui-même. Par exemple, ayant commis un crime, en rêve bien sûr, il se retrouve devant des juges qui lui expliquent qu'il n'est pas parvenu à se libérer totalement de ses réflexes et qu'il lui faut apprendre à rire et qu'en guise de condamnation, il devra supporter le rire des autres. Alors laissons la parole à l'auteur ici. Vous avez sans doute fini par comprendre ce qu'on attend de vous. Vous devez apprendre à rire. Voilà notre exigence. Vous devez saisir la part d'humour que recèle l'existence, sa part d'humour noir. Mais naturellement, vous êtes prêt à tout, sauf à faire ce qu'on vous demande. Vous êtes prêt à poignarder une jeune femme. Vous êtes prêt à vous faire exécuter solennellement, et vous seriez certainement prêt aussi à mortifier votre corps, à le flageller pendant 100 ans, n'est-ce pas? Vous devez vivre et apprendre à rire. Vous devez apprendre à écouter cette satanée musique radiophonique de la vie, à vénérer l'esprit qui transparaît derrière elle, à vous moquer de tout le tintamarre qu'elle produit. C'est tout. On ne vous demande pas plus. Fin de citation. Le parcours du héros dans le livre consiste donc à lui apprendre à retourner le refus qu'il a du monde en un oui, c'est-à-dire en une acceptation du devenir. On pourrait même dire en un amour, puisqu'au bout du compte, comme il n'y a pas d'autre monde dans lequel faire l'expérience de la vie, autant aimer celui-là. Camus ne dira pas autre chose dans L'homme révolté, en affirmant que toute révolte devait se faire par amour et non par haine, tout simplement parce qu'on ne construit rien sur le ressentiment. Être révolté, c'est d'abord dire oui au monde que l'on veut changer, et non chercher à le détruire par tous les moyens. Dans ces conditions, l'expression la plus haute de la révolte, comme il est dit dans le texte, est celle du rire et de l'humour, adressée à ce qui nous fait peur, comme à tout ce qui nous rebute. Mais alors justement, rire de quoi, me demanderez-vous à la fin? Eh bien voilà la réponse, rire de tout, mais sans jamais faire du rire un snobisme. Rire de tout, et surtout de soi-même, car c'est encore la meilleure façon de ne pas subir le rire des autres. Merci à tous. Aristote n'a jamais dit, textuellement, que le rire était le propre de l'homme. Aristote dit simplement, le rire ne se trouve que chez l'homme. L'homme est le seul animal qui rit. Et de là, Rabelais est passé à l'idée de définir l'homme par son rire même, de considérer le rire comme le trait essentiel de l'humanité. D'où la férocité de sa lutte contre ce qu'il appelle drôlement, voilà déjà dans le rire linguistique, les agélastes, ceux qui ne rient pas, c'est-à-dire les sorbonnicoles, les sérieux, les pets secs, les méchants, toutes ces catégories dont nous avons aujourd'hui, hélas, sous la forme des fanatiques de tout poil, d'innombrables spécimens. Voilà l'ennemi de Rabelais, l'agélaste, celui qui ne rit pas. En mai 2002, The Guardian de Londres dressait la liste des 100 plus grands ouvrages littéraires de tous les temps. On y trouvait bien entendu le nom de Rabelais. Comme le dit Chateaubriand, il est de ces génies qui ont enfanté tous les autres. Traduit dans pratiquement toutes les langues et même en islandais, son actualité est extrême. Il guérit en effet l'ennui, l'esprit de sérieux, le moralisme, le désir d'ordre social, l'amour du pouvoir et donc la servilité, les croyances de toutes sortes, l'emploi des mots creux, bref,
Il guérit toutes les maladies de l'esprit humain et pulvérise la bêtise par le rire. Juriste, théologien et médecin, traducteur et éditeur des anciens, Hérodote, Hippocrate ou Lucien, mais aussi lié au moderne, à Erasme par exemple, et au monde de son temps, celui de la découverte de l'Amérique et de l'Italie, il semble avoir été lui-même une espèce de géant qui aurait ingurgité tous les savoirs et toutes les langues. Ainsi, Rabelais reste-t-il une énigme. Tu te battrais avec moi? Pourquoi pas? Tu crois que j'ai peur? Je crois que tu as eu peur toute ta vie. Contrairement à Maximus l'invincible, qui ne connaît pas la peur. J'ai connu un homme qui a dit un jour, la mort nous sourit à tous. Tout ce qu'on peut faire, c'est sourire à la mort. Je me demande si ton ami a souri à sa propre mort. Tu dois le savoir. C'était ton père. Et qu'est-ce qui est plus près du rire que la mort? C'est une question que je pose. Et ça tombe, je crois que c'est à Burgos, me semble-t-il, vraiment, José Antonio. Ça, c'était fusillé à l'âge où il est toujours dangereux de vivre, c'est aux alentours de la trentaine, comme ça. C'est le moment dangereux. C'est le moment où j'ai pensé que je pourrais mourir. Много всяких анекдотов можно привести на этот счет. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете?